Le 15 août dernier, un 737 d'Ethiopian Airlines décollait de Khartoum au Soudan pour allier Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, située à quand même entre 2300 et 2600 mètres d'altitude. Alors qu'ils étaient en vol, les deux pilotes se sont endormis et c'est seulement lorsque le pilote automatique s'est déconnecté, alors qu'au niveau 370, ils sont passés vertical la piste d'Addis Abeba, qu'il y a eu l'alarme de déconnexion au cockpit, que l'équipage s'est réveillé, a repris les commandes de l'avion et 25 minutes après s'est posé en toute sécurité. Alors les pilotes ont été arrêtés de vol depuis, une enquête a été lancée, mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de la fatigue, c'est du rythme circadien, c'est également des fuseaux horaires et comment est-ce que les pilotes sont censés prévenir tout ça. Et la réponse, elle vient directement de notre partenaire aujourd'hui, Emma, les experts du sommeil. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre vie, nous allons dormir quand même 25 à 27 ans. Et profiter d'un super matelas ou de super accessoires, couette, oreiller, ça va vous permettre de passer les meilleures journées possibles et d'optimiser votre quotidien quand vous n'êtes pas en train de dormir. Vous serez plus en forme. Il faut savoir que moi, j'ai testé leur matelas hybride depuis maintenant plusieurs mois, qu'il a été choisi par l'UFC Que Choisir en 2021, qui a 5 zones de soutien dessus. Et vous avez également leur matelas original, qui est le plus vendu de France, 2 années de suite quand même, c'est pas rien. Et si vous avez envie de vous faire plaisir sans changer pour autant de matelas, eh bien je vous conseille l'oreiller nuage, que j'utilise également. Il est ultra moelleux et si comme moi vous avez plus beaucoup de cheveux ou vous les perdez, il est lavable en machine, ce qui est pas négligeable. Les gros points avec Emma, c'est que vous avez une garantie 10 ans, vous avez livraison et retour qui sont offerts et surtout vous avez 100 nuits d'essai. Donc vous ne prenez absolument aucun risque à suivre le lien qui est juste en dessous, vous connectez sur leur site web et profitez des soldes. Actuellement c'est le Black Friday, donc du 8 novembre au 28 novembre, vous avez moins 50% de base sur tout le site et avec notre coupon, eh bien, vous avez en plus 10% supplémentaires de réduction. À partir de là, vous n'avez pas d'autre option que de buy smarter, comme on dit, d'acheter intelligemment et de vous rendre compte que si vous investissez sur votre sommeil, c'est un investissement à long terme qui va vous faire du bien. Allez, jingle. Roger ball. Alors j'aurais pu commencer en vous parlant des vols les plus longs. Les vols les plus longs qui sont par exemple faits par Singapore Airlines, par de Singapour, ça va être JFK, 15 347 km quand même, 18h30 dans l'avion avec un Airbus A350. J'aurais pu vous parler du Auckland, Doha avec Qatar qui fait quand même 14 525 km ou du Perth Londres avec Qantas 14 499 km, 17h45 dans l'avion. Mais ce que je veux vraiment vous faire réaliser, c'est que tous ces problèmes de fuseau horaire et de gestion de la fatigue dans ces avions, c'est un problème moderne qui nous vient justement grâce au développement technologique et l'arrivée de ces avions qui ont de très fortes capacités à voler haut, rapidement, éviter la météo, mais surtout à nous faire traverser le monde comme ça n'a jamais été possible jusqu'à il y a très peu de temps. Si vous regardez justement nos amis australiens, Down Under comme on dit, eh bien on se rend compte que pour faire Londres, l'Australie, il fallait avant énormément de temps. Alors quand je dis énormément de temps, ça veut dire quoi? On va prendre un exemple, le Torrens, qui était un clipper, le bateau très rapide pour l'époque, qui faisait par exemple Londres, le port d'Adélaïde, avec ses 68 mètres de long, avec ses 1276 tonnes, son record c'est 65 jours. En moyenne, ces voyages, c'était 74 jours. Le plus long, 85 jours. Donc on est en train de parler en moyenne de 74 jours qui sont maintenant réalisés en 17h45. Allez, je vous passe le filtrage, tous ces trucs-là. On va dire en 20 heures, point à point, vous avez fait quasiment la téléportation. Et là où avant, vous aviez le temps de vous adapter au changement d'horaire, au changement de position du soleil, à la rotation de la Terre, toutes ces choses-là, eh bien maintenant, vous n'avez plus le temps et c'est pour ça qu'il y a tout ce souci de jet lag, que vous avez ces problématiques de sommeil à cause de votre rythme circadien que je vais vous expliquer de ce pas. Alors notre horloge biologique, comment ça fonctionne? Il y a des tests qui ont été faits sur les aveugles, des tests qui ont été faits sur des personnes qui ont été privées de lumière et de montres et on se rend compte que naturellement, notre organisme, il croit qu'une journée, c'est à peu près 25 heures. C'est donc plus facile de rallonger sa journée, je vous rappelle qu'une journée fait 24 heures, que de la raccourcir. C'est pour ça également que c'est plus facile de voyager vers l'ouest d'Europe vers les États-Unis que vers l'est d'Europe vers l'Asie. Partir aux Antilles, par exemple, est plus facile que revenir des Antilles. Vous allez mettre plus de temps à récupérer. Alors,
Juste un tout petit détail, hein, si vous faites nord-sud, eh bien vous avez pas trop de soucis de décalage horaire. On est moins gêné. L'horloge circadienne, comment ça fonctionne? Vous avez vos yeux qui détectent si on est de jour ou de nuit. Et la lumière, ça joue également. Et ça va fournir un message à l'hypothalamus. L'hypothalamus, ensuite, il va fournir des informations à la glande pinéale ou à l'épiphyse qui va décider ou non de sécréter de la mélatonine. La mélatonine, quand vous avez beaucoup de mélatonine, c'est une hormone dans l'organisme, vous allez être somnolent, vous allez vouloir dormir. Donc, fonction de la lumière, il va y avoir via le cerveau et différentes hormones, cette envie de dormir ou pas dormir. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu parler de supplémentation, de petits cachets de mélatonine, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Si on vous dit le matin, quand vous vous levez, d'aller prendre la lumière, c'est pas pour rien. De même, attention, le soir, il a été prouvé que allumer la lumière dans la nuit, ça peut stopper la sécrétion, la production de mélatonine. Maintenant, notre hypothalamus, il a des délais, c'est-à-dire qu'il ne va pas réussir, il ne va pas être ultra agile. Et c'est pour ça que quand on se déplace en avion, très rapidement, il va avoir du mal à s'adapter. Il a une capacité à s'adapter d'environ 1h30 maximum de plus par jour et 1 heure de moins grand maximum par jour également. Si vous partez vers l'ouest, par exemple, on va dire pour 3 heures de décalage horaire, il va vous falloir 2 jours pour vous adapter. Si maintenant on part vers l'est, pour 3 heures de décalage, il vous faudra 3 jours. Pour la petite histoire, on n'est pas là pour trop parler médecine, mais si vous avez des ulcères gastro-duodénales, il semblerait apparemment que ce soit exacerbé par le décalage horaire parce que vous avez votre estomac qui va libérer de l'acide quand il pense que c'est l'heure du repas et si du coup il est vide, l'acide est plus corrosif pour la petite histoire. Si vous êtes diabétique, ça peut également poser des soucis. Bref, vous l'avez compris, le décalage horaire a un impact sur notre organisme et il faut à peu près 1 jour par heure de décalage pour se remettre. Maintenant, le conseil du jour, c'est quoi? Si vous devez partir vers l'ouest, par exemple, vous partez au Canada, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez anticiper ce décalage. Par exemple, 2 à 3 jours avant votre départ, vous vous couchez chaque heure une nuit plus tard. Vous couchez d'habitude à 10h, et le lendemain vous couchez à 11h, le jour d'après à minuit, le jour encore d'après à 1h du matin, vous faites votre vol et là ça va être beaucoup plus facile. Donc il y a des moyens d'anticiper. Par exemple, quand on est pilote de ligne, on peut même faire des fois des rotations, beaucoup plus facile en Amérique du Nord. Vous restez au fuseau horaire français. Par exemple, je fais un saut au Canada, je reste 3 jours au Canada, je vais rester avec mes horaires français, de manière à, quand je reviens en France, eh bien, ne pas avoir à subir la fatigue du décalage. Alors ça, c'est plus facile à faire en Amérique du Nord, parce que vous pouvez manger un steak à n'importe quelle heure. C'est un peu plus dur à faire en France, ça dépend d'où vous êtes, toutes ces choses-là, mais c'est quelque chose à retenir. On peut anticiper le décalage horaire et commencer à s'adapter avant même le début du voyage. Si vous êtes comme moi, vous êtes forcément posé la question un jour, d'où viennent les fuseaux horaires? De quand est-ce que ça date? Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas très vieux, qu'avant, il n'y avait pas les soucis avec les avions, il n'y avait même pas de train, donc se coordonner au niveau du temps était moins un facteur puisqu'il fallait beaucoup plus de temps pour se déplacer. Avec l'arrivée du train, tout a changé et vous avez par exemple à Pittsburgh, en Pennsylvanie, à un moment, il y avait 6 horloges différentes dans la gare parce que chaque chemin de fer aux États-Unis utilisait un petit peu sa propre référence. Il n'y avait rien de standardisé, une horreur totale. Donc le temps universel coordonné, le fameux temps UTC, l'objectif généralement c'est quoi pour un pays? C'est d'essayer d'avoir une heure solaire moyenne, donc en gros à midi vous avez le soleil qui est vertical, qui soit assez cohérente avec son heure légale. Donc si vous arrivez à avoir l'heure légale, il est midi officiellement, et que vous avez l'heure solaire qu'à midi, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez simple. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça, parce que certains pays, comme l'Allemagne, comme la Suède, comme la Chine, pour des raisons de standard, ils veulent garder la même heure partout dans le pays. Et quand vous avez des pays qui s'étendent beaucoup d'est en ouest, voilà, ça pose des problèmes. Vous avez d'autres pays qui font le choix, notamment à cause de leur taille, l'Australie, le Brésil, le Canada, la République du Congo, les États-Unis, l'Indonésie, la Russie. Eux, ils ont différents fuseaux horaires à l'intérieur du pays et il y a des limites de zone ou des limites d'État pour faire les différences. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, nous, on est à l'heure de l'Europe centrale. Donc il y a un écart et si vous regardez la partie alsacienne, ok, c'est assez cohérent, mais quand vous êtes en Bretagne l'été, voilà, le soleil se couche à 23h, c'est assez bizarre. Donc ça nous vient des Allemands. Quand il y a eu de l'occupation allemande, on est resté à l'heure de l'Europe centrale. Pareil pour l'Espagne. L'Espagne, eux, si on regarde, leur partie ouest, ils sont quasiment 2 heures plus tôt. Et ça, c'est pareil. L'époque de Franco, durant cette période franquiste, ils sont passés à l'heure allemande. Vous avez donc un gros décalage entre l'heure solaire et l'heure légale. Au niveau de ces fuseaux horaires, forcément, il y a toujours des petites choses intéressantes. Au maximum, à un instant donné sur Terre, vous pouvez avoir 43 fuseaux horaires d'écart différents. Toute l'année, il y en a un minimum 37. Les 43, c'est quand il y a des variations été-hiver, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce n'est pas forcément des heures rondes. Vous prenez l'Iran, ils sont en UTC plus 3h30.
Vous prenez l'Australie centrale, UTC plus 10h30. Le Népal, UTC plus 5h45. Alors là, si vous voulez vous faire mal à la tête, c'est pas évident pour faire les calculs. Les îles Chatham en Nouvelle-Zélande, UTC plus 12h45. Là, je pense que c'est le plus compliqué. Alors, il y a eu une volonté de standardisation quand même à un moment. Et en 1975, l'Observatoire royal de Greenwich a été créé. Et c'est là d'où vient le temps, le GMT, Greenwich Mean Time, le temps moyen de Greenwich. Et la raison d'être de ça, ça a été le voyage, ça a été le déplacement en bateau. Ça permet de standardiser les horloges. Les horloges ont commencé à être efficaces à ce moment-là. Et ça vous permettait, grâce au temps, de déterminer votre longitude en mer. On ne va pas vous faire un cours de navigation, mais jusqu'à ces époques-là, jusqu'à l'arrivée de l'horloge dans les bateaux arrivaient à connaître leur latitude, ils n'arrivaient pas à savoir leur longitude, ce qui a coûté la vie de milliers de marins. Le 1er décembre 1847, le chemin de fer britannique décide de standardiser les horaires et ils ont des chronomètres à main qui permettent de standardiser les mouvements de train pour éviter les accidents et permettre la mise en place de timing. En 1855, en Angleterre, 98% des horloges publiques sont alignées à l'heure de Greenwich, la fameuse GMT, et ça devient l'heure légale le 2 août 1880. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1858, vous avez un Italien, il s'appelle Filo Parti, il avait dit qu'il faudrait créer des fuseaux horaires et que ça devrait être centré sur Rome. Alors c'est un petit peu italiano-centré, on va dire, mais derrière, l'idée, elle a fait quand même son bout de chemin, et c'est un Canadien, Cocorico, je ne sais pas si on peut faire Cocorico pour un Canadien, mais de Montréal, Stanford Fleming, qui lui, en 1876, a commencé un petit peu à proposer d'aligner des méridiens avec un changement qui soit à 180 degrés et que ça commence à Greenwich. Donc derrière, en octobre 1884, il y a eu la conférence internationale du méridien et à partir de ce moment-là, on a eu Greenwich en référence, on a tout découpé et derrière, eh bien, chaque pays a pu se standardiser, ce qui nous permet maintenant de facilement calculer nos horaires. Donc au final, qu'est-ce que l'on peut dire ? Les voyages en bateau ont nécessité un standard au niveau du timing. Ensuite, c'est le train qui, pour des raisons de coordination, a été moteur. Et derrière, l'avion a complètement révolutionné la manière dont physiologiquement, dont biologiquement, on va pouvoir voyager et l'impact sur le corps. Et donc ces problématiques sont quand même des problématiques assez modernes, elles sont très étudiées. Quand par exemple Qantas veut lancer des nouvelles lignes, il y a des vols d'études médicales qui doivent être réalisés en amont. Et ensuite derrière, au niveau de la fatigue des équipages, c'est forcément pris en compte. Comme vous l'avez vu avec Ethiopian, la fatigue est un problème majeur dans l'aviation. Il y a différents textes, il y a différentes manières de voir les choses. Si vous prenez par exemple certaines compagnies du Golfe, quand lors d'un vol très long, vous allez vous reposer en place arrière, ça ne compte pas comme du temps de travail. Là où une compagnie française ou une compagnie américaine va dire que quand vous allez dormir pendant le vol, pendant 3 heures, vous allez vous reposer, eh bien ça va être du temps de travail. Et il y a des amplitudes, un nombre d'heures maximum travaillées, généralement, ça dépend, mais par exemple 90 heures de vol par mois, tout ça doit être pris en compte de manière à s'assurer que le pilote ne soit pas trop fatigué aux commandes, parce que faire 90 heures dans le mois, à coup d'aller-retour, par exemple Paris, la Guadeloupe, 6h30 de vol, 7h à 8h de vol, avec beaucoup de jet lag, versus faire du nord-sud, où vous commencez à 8h, vous finissez 12 heures après, et vous faites ça plusieurs jours dans le mois, ça n'a absolument rien à voir. Donc le calcul du temps de travail dans l'aviation de ligne est très compliqué, si on peut dire, parce que la fatigue ressentie est très variable en fonction du type de vol que vous effectuez. À partir de là, vous l'aurez compris, les constructeurs ont réfléchi à de nouveaux concepts, là où au début, un équipage, par exemple, de 3 commandant de bord, copilote de renfort, allez tourner avec un siège en première pour se reposer. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle des crew rest qui sont utilisés par les PNT, les pilotes, mais également les PNC, les hôtesses et les stewards, qui sont là, je vous rappelle, pour la sécurité. Et ça permet à tout le monde d'être frais, d'être alerte, d'être reposé, parce que les phases où il faut vraiment être à 200%, phases d'ailleurs où tout le monde est dans le cockpit, si vous êtes un vol à 3 ou un vol à 4, tout le monde est dans le cockpit au moment du décollage et des atterrissages, sont des phases qui sont très denses et il faut être reposé, il faut être alerte. Donc la gestion de la fatigue, c'est quelque chose qui est pris en compte, les personnels y sont formés. Comment est-ce qu'on fait normalement pour éviter ce qui s'est passé au-dessus d'Addis Abeba? Eh bien, si vous êtes qu'un équipage de 2, oui, il peut être autorisé de faire la sieste, mais avant de faire la sieste, vous allez briefer, vous assurer d'avoir une parfaite conscience de la situation, un bon point sur le pétrole, vous allez définir à quelle heure il va falloir se réveiller. Entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous avez redroit de
prendre des décisions dans le cockpit, il doit se passer un quart d'heure. Donc vous allez créer une timeline, créer un petit rétro-planning et vous dire, ok, bah là le commandant de bord, il va dormir de midi UTC par exemple jusqu'à 13h. Il se réveillera donc à 45 et à côté, pendant ce temps-là, l'autre membre d'équipage n'a pas le droit de dormir. Et le danger, c'est ça, alors que ça ne parle plus, alors que c'est plus calme, bien il faut que l'autre personne ne dorme pas. Et c'est là où les PNC ont également leur rôle à jouer, ils peuvent venir régulièrement dans le poste, ou pas, parce que si c'est pour réveiller le commandant de bord qui se repose, à ce moment-là, vous l'aurez compris, c'est pas si simple. Toujours est-il, on est censé se reposer chacun notre tour, on est censé gérer notre fatigue. Pour ça, il faut apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que je vais vous partager un petit acronyme qu'on utilise dans l'aviation, IMSAFE, I-M-S-A-F-E. Petite checklist qu'on doit se faire, que j'ai appris dans l'US Navy, tous les matins avant d'aller au travail, se poser la question illness, est-ce qu'aujourd'hui je suis malade? Medication, est-ce que je prends des cachets? Stress, comment est-ce que je suis par rapport au stress? Alcool, est-ce que j'ai bien mes 12 heures? Fatigue, et c'est insidieux parce que plus vous êtes fatigué, moins vous en avez conscience. Et ensuite, émotion, d'un point de vue émotionnel, comment est-ce que je suis? Et du coup, est-ce que je suis up? Est-ce que je suis bon pour voler ou est-ce que je suis pas up? Parce qu'un pilote de ligne, tout comme un pilote militaire, c'est son devoir de rendre compte s'il estime qu'il n'est pas physiquement prêt à faire le vol, s'il est trop fatigué. Et une des raisons qui fait que les pilotes de ligne ont beaucoup de jours de récup, c'est également parce que c'est leur devoir d'arriver reposés pour un décollage à 22 heures, pour un vol de nuit, pour après faire 24 heures sur place et repartir dans l'autre sens pour un vol de jour par exemple. Ça fait partie des devoirs du pilote de ligne, arriver reposé. Et c'est là où Emma peut être votre meilleur atout. Allez, à très bientôt sur la chaîne. D'ici là, fly safe, ou plutôt sleep safe, mais pas les deux en même temps dans le cockpit s'il vous plaît. Fly safe.